Le Valkyria fendait l'hyperespace, ses moteurs à antimatière émettant un bourdonnement grave qui résonnait dans toute la structure du vaisseau. Gabriel Kane se tenait immobile devant la baie d'observation, contemplant le tunnel bleuté qui déformait l'espace-temps autour d'eux. Son armure, désormais partie intégrante de lui-même, pulsait doucement au rythme de ses battements cardiaques. Derrière lui, les pas feutrés de Sera rompirent tôt le silence. « Nous approchons de Chronos 4, annonça-t-elle. Sortie de l'hyperespace dans 20 minutes. Gabriel acquiesça sans se retourner. Depuis leur affrontement sur Neo Altaïr, les visions qui l'assaillaient s'intensifiaient. Des fragments d'une civilisation disparue, des échos d'une guerre cosmique dont l'ampleur dépassait l'entendement. Les scanners, longue portée, ont-ils détecté des vaisseaux impériaux ? Demanda-t-il, sa voix trahissant sa préoccupation. Rien pour l'instant, mais la nébuleuse de Chronos interfère avec nos capteurs. Nous naviguons pratiquement à l'aveugle. Elle s'approcha, rejoignant Gabriel dans sa contemplation silencieuse de l'hyperespace. « Tu n'as toujours pas dormi », constata-t-elle. Ce n'était pas une question. L'armure de Gabriel émettait une aura d'un bleu plus sombre lorsqu'il était épuisé, un phénomène qu'Elias avait baptisé « résonance émotionnelle ». « Je ne peux pas », admit Gabriel. « À chaque fois que je ferme les yeux, je les vois. Les dévoreurs. Leur silhouette n'est pas physique, Sera. Ils existent entre les dimensions comme des ombres conscientes. » Sera fronça les sourcils. « Tu penses que les visions sont réelles, des mémoires des anciens, plus que des mémoires. Je crois que l'armure essaie de me prévenir, de nous prévenir tous. » La porte du pont s'ouvrit dans un chuintement, laissant entrer Elias et Lyra. Le premier portait une armure légère aux reflets argentés, conçue pour amplifier ses capacités analytiques plutôt que pour le combat. Lyra, quant à elle, arborait une armure d'un vert profond, spécialisée dans l'infiltration et la reconnaissance. « J'ai terminé l'analyse des données du temple Nexus », annonça Elias, projetant un hologramme complexe au centre du pont. Les inscriptions mentionnent Chronos 4 comme le monde des sentinelles. Apparemment, les anciens y ont établi une base de défense avancée contre les dévoreurs. Lyra manipula l'hologramme, révélant une structure monumentale enfouie sous la surface de la planète. Si les relevés sont exacts, le temple de Chronos est 3 fois plus grand que celui de Neo Altaïr. Et selon les archives impériales que j'ai pu décrypter, Morden y a envoyé une expédition archéologique il y a plus d'1 an. Bien avant notre découverte des armures, murmura Gabriel. Il nous a toujours eu une longueur d'avance. Un signal sonore interrompit leur conversation. Le visage d'un officier de communication apparut sur l'écran principal. « Commandant, nous recevons une transmission, origine inconnue, mais le signal provient de Chronos 4. » Gabriel échangea un regard inquiet avec Sera. Sur écran, l'image grésilla avant de révéler un visage émacié, aux traits attirés. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'une combinaison scientifique déchirée et maculée de sang séché. À toute unité en mesure de recevoir, ici le professeur Valland, chef de l'expédition impériale Chronos. Nous avons besoin d'une évacuation immédiate. Je répète, évacuation immédiate. Ils sont réveillés, que les cieux nous viennent en aide, ils sont réveillés. L'homme jeta un regard terrifié par-dessus son épaule avant que la transmission ne se coupe brusquement. Un silence pesant s'abattit sur le pont du Valkyria. « Préparez l'équipe d'intervention », ordonna finalement Gabriel. « Nous sortons de l'hyperespace à distance maximale et approchons en mode furtif. Quelque chose me dit que la situation a déjà échappé à tout contrôle. » Chronos 4 apparut devant eux comme un joyau terni. Jadis planète luxuriante selon les archives, elle n'était plus qu'un monde désolé aux océans asséchés et aux continents balayés par des tempêtes de poussière perpétuelles. Une fine ceinture d'astéroïdes l'entourait, vestige d'une lune désintégrée dans un cataclysme oublié. Le Valkyria maintenait sa position à la limite du système, ses boucliers déflecteurs au minimum pour éviter toute détection. Dans la baie d'armement, Gabriel, Sera, Elias et Lyra s'équipèrent pour la mission. Leurs armures respectives s'adaptèrent à leurs mouvements, fusionnant presque avec leur corps dans une symbiose parfaite. Les scanners ont localisé l'origine du signal, expliqua Elias, projetant une carte topographique sur le mur, une structure à moitié enfouie dans ce qui était autrefois une chaîne montagneuse. Le campement impérial se trouve à proximité, mais nous ne détectons que quelques signes de vie faible et erratique. Gabriel vérifia son sabre à lame noire, s'assurant que la connexion avec son armure était optimale. Notre priorité est d'atteindre le temple et de comprendre ce qui s'y est passé. Nous ne sommes pas venus pour sauver des impériaux, mais s'il y a des survivants, nous ne les abandonnerons pas, compléta Sera, chargeant son fusil à impulsion, même s'ils sont nos ennemis. Lyra, qui achevait d'ajuster ses lames de poignet, intervint. « Qu'en est-il de l'exécuteur, si Morden est présent ?»« Nous l'affronterons » trancha Gabriel. « Mais quelque chose me dit qu'il n'est pas sur Chronos 4.
Pas encore. Ils embarquèrent dans une navette furtive, spécialement conçue pour les infiltrations planétaires. Ses moteurs silencieux et son revêtement absorbant les radiations la rendaient pratiquement indétectable. « Entrée atmosphérique dans 3 minutes », annonça Lyra aux commandes. « Accrochez-vous, la couche supérieure est particulièrement instable. » La navette plongea vers la surface de Chronos 4, traversant des nuages de poussière métallique qui crépitaient contre la coque. À mesure qu'ils descendaient, le paysage désolé se révélait dans toute sa désolation. D'immenses cratères parsemaient la surface, comme si la planète avait subi un bombardement orbital apocalyptique. « Ces formations ne sont pas naturelles », observa Elias, étudiant les relevés topographiques. Elles forment un motif géométrique précis, visible uniquement depuis l'orbite. « Un message ?» suggéra Serra. « Ou un avertissement ?» murmura Gabriel. La navette survola une région particulièrement ravagée avant de ralentir au-dessus d'une structure colossale à moitié ensevelie. Des piliers titanesques s'élevaient vers le ciel rougeâtre, supportant ce qui ressemblait à un dôme fracturé. À proximité, les restes d'un campement impérial, tentes d'égéments déchirées, véhicules renversés, équipements éparpillés. Aucun signe de combat, nota Lyra, tandis qu'elle manœuvrait la navette vers une zone d'atterrissage. Pas de traces de tir ou d'explosion. Alors qu'est-ce qui a décimé toute une expédition impériale, s'interrogea Serra, scrutant les environs à travers le hublot. Elias consulta ses capteurs, son visage s'assombrissant. Quoi qu'il en soit, c'est toujours là. Les lectures énergétiques sont aberrantes, comme si l'espace-temps lui-même était distordu autour du temple. La navette se posa en douceur à une centaine de mètres du campement. Le sas s'ouvrit avec un sifflement, laissant entrer l'air raréfié de Chronos 4. Leurs armures s'adaptèrent instantanément, filtrant les particules toxiques et régulant leur température interne. « Formation défensive », ordonna Gabriel en descendant de la rampe, son sabre activé projetant une lueur pourpre dans la pénombre environnante. Elias au centre, Lyra en éclaireur, Serra en couverture arrière. Ils progressèrent lentement vers le campement dévasté, tous leurs sens en alerte. Le vent hurlait entre les structures métalliques abandonnées, charriant des nuages de poussière qui réduisaient la visibilité à quelques mètres. « Là !» signala Lyra, pointant vers une structure encore intacte. « Le module de communication !» Ils s'approchèrent de la cabine préfabriquée. La porte était verrouillée de l'intérieur, mais un coup précis du sabre de Gabriel trancha le mécanisme. À l'intérieur, recroquevillé contre la console, se trouvait le professeur Valen. Son visage portait les stigmates d'une terreur absolue. « Professeur !» appela doucement Gabriel, désactivant la lame de son sabre pour paraître moins menaçant. L'homme releva lentement la tête, ses yeux injectés de sang s'écarquillant à la vue des armures. « Vous emportez aussi » balbutia-t-il. « Les armures des gardiens !» Sera s'agenouilla près de lui, scanner médical en main. « Déshydratation sévère, malnutrition, mais pas de blessure physique » diagnostiqua-t-elle. « Professeur, que s'est-il passé ici ?» Valen émit un rire nerveux, presque hystérique. « Ce qui s'est passé ? Nous avons joué avec des forces que nous ne comprenions pas. Morden, l'inquisiteur, nous a ordonné d'activer le cœur du temple. Nous pensions trouver des armes, des technologies. Nous avons trouvé quelque chose d'autre. »« Les dévoreurs » murmura Gabriel. Le scientifique le fixa avec une intensité nouvelle. « Vous savez ? Comment ? » « Les armures nous montrent des visions », expliqua brièvement Gabriel. « Que sont exactement ces dévoreurs, professeur ?» Valen se redressa péniblement, s'appuyant sur la console. « Pas quoi, mais qui ? Les dévoreurs étaient les anciens eux-mêmes, ou plutôt ce qu'ils sont devenus. » Cette révélation frappa Gabriel comme un coup physique. Son armure émit une pulsation intense, comme en réaction aux paroles du scientifique. « Impossible, intervint Elias. Toutes nos analyses indiquent que les anciens ont créé les armures pour combattre les dévoreurs. » Valen secoua la tête. « C'est ce que nous pensions aussi, mais les inscriptions du temple racontent une autre histoire. Les anciens étaient une civilisation qui maîtrisait l'énergie dimensionnelle. Ils pouvaient manipuler la structure même de la réalité. Mais certains d'entre eux sont allés trop loin, franchissant une barrière qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Ils se sont transformés en entités d'énergie pure, transcendant leur forme physique. « Une ascension ?» suggéra Lyra. « Une corruption » corrigea Valen. L'énergie interdimensionnelle les a changés, leur a donné un appétit insatiable pour l'énergie vitale. Ils ont commencé à dévorer des mondes entiers, puis des systèmes, puis des secteurs galactiques entiers. Il pointa vers le temple, visible par la fenêtre. Les anciens restés fidèles à leur forme originelle ont créé les armures et les temples pour emprisonner leurs frères déchus. Chronos 4 était leur dernière ligne de défense. Ils ont sacrifié cette planète entière pour créer une prison dimensionnelle. Gabriel sentit un frisson parcourir son échine. Et Morden a ouvert cette prison. Pas entièrement, précisa Valen.
Le sceau principal tient encore, mais il s'affaiblit. Les dévoreurs peuvent y projeter une partie de leur conscience dans notre dimension. C'est ainsi qu'ils ont pris mon équipe. « Pris ?» répéta Serra, alarmé. Le scientifique détourna le regard, comme incapable de soutenir leur regard. Ils peuvent posséder les êtres vivants, les habiter comme des coquilles vides. Et 3 jours après l'activation partielle du temple, mes collègues ont commencé à changer. Leurs yeux, un éclat violet, la même couleur que l'énergie du temple. « Comme Morden », murmura Serra à Gabriel. « J'ai réussi à m'échapper et à me barricader ici », poursuivit Valen. « Mais les autres, ils sont dehors, errant comme des marionnettes contrôlées par quelque chose d'ancien et d'affamé. » Soudain, une alarme retentit sur le communicateur d'Elias. « Mouvement détecté. Multiples signatures approchant du campement. » Gabriel se précipita vers la fenêtre. Dans la tempête de poussière, des silhouettes humanoïdes se déplaçaient avec une coordination parfaite. Des soldats impériaux et des scientifiques marchant d'un pas mécanique, leurs yeux luisant d'une lueur violette surnaturelle. « Combien ?» demanda-t-il sans quitter des yeux les silhouettes qui encerclaient progressivement le module. « Au moins 20 !» répondit Elias. « Et ils convergent vers notre position. » Serra aida Valen à se relever. « Nous devons retourner à la navette. »« Non » objecta Gabriel. « Ils la détruiront dès qu'ils comprendront notre intention. Notre seule chance est d'atteindre le temple. Si ces créatures sont liées à lui, peut-être pouvons-nous restaurer les sceaux. » Valen émit un rire sans joie. « C'est du suicide. Le cœur du temple est gardé par quelque chose, une manifestation plus puissante que les autres. »« Nous n'avons pas le choix, » trancha Gabriel. « Professeur, pouvez-vous nous guider vers le mécanisme de scellement ?» Le scientifique hésita avant d'acquiescer lentement. « Je connais le chemin, mais ce que vous proposez, même avec vos armures, je doute que vous puissiez… » Une détonation interrompit ses paroles. La porte du module vola en éclats, projetant des débris métalliques dans toute la pièce. Dans l'ouverture se tenait un soldat impérial, son corps parcouru de lignes d'énergie violette, son regard vide fixé sur eux. « Les porteurs !» gronda-t-il, d'une voix qui semblait être un chœur de murmures superposés. « Vous ne fermerez pas la porte, la faim doit être assouvie. » D'un mouvement fluide, Gabriel activa son sabre et trancha le bras du soldat qui pointait un fusil vers eux. À sa grande surprise, aucune goutte de sang ne jaillit de la blessure, seulement une brume violacée qui se dissipa rapidement. « Ce ne sont plus des humains », constata-t-il avec horreur. « Juste des vaisseaux. » Serra ouvrit le feu, créant une brèche dans le mur opposé. « Par ici !» cria-t-elle, entraînant Valen avec elle. Le groupe s'élança à travers l'ouverture, plongeant dans la tempête de poussière qui faisait rage à l'extérieur. Derrière eux, les silhouettes possédées les poursuivaient avec une détermination implacable. « Le temple est à 200 mètres au nord !» hurla Valen pour couvrir le rugissement du vent. « L'entrée principale est scellée, mais il existe un accès secondaire réservé aux gardiens. »« Gardiens ?» répéta Elias tout en courant. « Ceux qui portent les armures », expliqua le scientifique. Les anciens ont prévu des passages que seuls les porteurs légitimes peuvent emprunter. Ils sprintèrent à travers les ruines du campement, les créatures possédées gagnant progressivement du terrain malgré les tirs de couverture de Serra. Lyra, exploitant l'agilité surhumaine conférée par son armure, bondissait d'un obstacle à l'autre, éliminant les menaces les plus proches avec ses lames de poignet. Le temple se dressait devant eux, monumental dans sa sinistre grandeur. Contrairement à celui de Néo-Altaïr, celui-ci arborait des lignes plus agressives, comme conçues pour la guerre plutôt que pour la spiritualité. « Là !» indiqua Valen, désignant une alcôve dissimulée entre 2 piliers colossaux. « Le passage des gardiens !» Ils se précipitèrent vers l'ouverture, poursuivis par une vague de corps possédés. Gabriel et Serra formaient à l'arrière-garde, repoussant les assaillants de leurs armes énergétiques. Lorsqu'ils atteignirent l'alcôve, Valen pointa une gravure complexe sur la paroi. « Vos armures ! Elles doivent résonner avec le sceau !» Sans hésiter, Gabriel posa sa main gantée sur la gravure. Son armure émit une pulsation bleue qui se propagea à travers les symboles aliens. Les autres l'imitèrent, leurs armures respectives entrant en résonance avec le mécanisme ancien. Un grondement sourd retentit et la paroi rocheuse se scinda, révélant un passage étroit s'enfonçant dans les profondeurs du temple. « Vite !» pressa Gabriel alors que les premiers possédés n'étaient plus qu'à quelques mètres. Ils s'engouffrèrent dans le passage qui se referma derrière eux dans un grondement de pierre, les plongeant dans une obscurité presque totale que seules les lueurs de leurs armures parvenaient à dissiper. « Nous y sommes !» souffla Valen, son visage blafard dans la semi-pénombre. Le sanctuaire intérieur du temple des sentinelles, là où tout a commencé et où tout pourrait finir. Dans un dernier sursaut de rage, l'entité projeta une onde de choc psychique qui les fit tous chanceler. Gabriel, puisant dans ses dernières ressources, intensifia son flux d'énergie.
Son armure brûlait contre sa peau, comme consumée de l'intérieur par la puissance qu'elle canalisait. « Tenez bon !» hurla-t-il à ses compagnons. « Le sceau se reconstitue. » Les anneaux gravitationnels reprirent progressivement une rotation harmonieuse, enfermant le cœur d'énergie désormais blanche dans une prison dimensionnelle renforcée. Le dévoreur se dissolvait peu à peu, sa forme brumeuse absorbée par le vortex lumineux. « Nous reviendrons !» gronda l'entité avant de disparaître complètement. Le porteur noir connaît le chemin vers le temple mère, puis le silence. Un silence assourdissant après le tumulte des dernières 5 minutes. Les 4 porteurs d'armure s'effondrèrent, épuisés par l'effort surhumain qu'ils venaient de fournir. Leurs armures, normalement luminescentes, semblaient ternes, comme vidées de leur énergie. Valen s'approcha lentement, contemplant avec incrédulité le cœur désormais stable. « Vous avez réussi, murmura-t-il. Vous avez restauré le sceau principal. » Sera se releva péniblement, aidant Gabriel à faire de même. « Mais pour combien de temps ?» demanda-t-elle. « Et qu'est-ce que ce temple mère dont parlait la créature ?» Le visage de Valen s'assombrit. Dans les archives que nous avons déchiffrées, il y avait mention d'un temple primordial, le point d'ancrage de tout le réseau, l'endroit où les anciens ont enfermé l'essence principale des dévoreurs. « Où se trouve-t-il » interrogea Gabriel, son armure recommençant lentement à pulser. « C'est précisément ce que Morden recherche, » répondit le scientifique. Les coordonnées, on y les disait, ont été délibérément effacées des archives. Mais si le dévoreur dit vrai, l'inquisiteur pourrait avoir trouvé un moyen de les localiser. Elias, qui consultait frénétiquement ses appareils, intervint. Les posséder à la surface, leurs signatures énergétiques ont disparu. Je crois que la restauration du sceau a rompu leur lien avec les dévoreurs. Sont-ils, commença Lyra. Morts, compléta Valen. Non, probablement inconscients, libérés de l'emprise qui les contrôlait, mais marqués à jamais par l'expérience. Gabriel rangea son sabre, son regard fixé sur le cœur lumineux. Nous devons retourner au Valkyria et avertir la résistance. Si Morden cherche vraiment ce temple mère, nous devons le trouver avant lui. Il y a autre chose, ajouta Valen. Quelque chose que j'ai découvert juste avant que tout ne bascule. Il s'approcha d'une console latérale et activa une séquence complexe. Un hologramme apparut représentant une carte stellaire tridimensionnelle. Les temples ne sont pas disposés au hasard à travers la galaxie. Ils forment un motif, une constellation artificielle. Chaque temple est relié aux autres par des lignes d'énergie dimensionnelles, invisibles mais bien réelles. L'hologramme se modifia, révélant un réseau complexe de lignes reliant différents points lumineux. Si on extrapole à partir des emplacements connus, complète les motifs géométriques, un nouveau point s'illumina sur la carte au centre exact du réseau. « Le temple mère » souffla Elias. « Mais c'est… » « Le système Hécate » confirma Valen. Un système considéré comme mythique, entouré d'une nébuleuse impénétrable au scanner conventionnel. Gabriel échangea un regard lourd de sens avec Serra. « La flotte impériale se rassemble près du secteur Hécate depuis des semaines, dit-elle. Nous pensions qu'il s'agissait d'une manœuvre d'intimidation contre les mondes frontaliers. C'était une opération de recherche, corrigea Gabriel. Morden doit avoir fait la même déduction que Valen. Lyra, qui s'était approchée de l'entrée de la chambre, les interpella soudain. « Je détecte des mouvements dans les tunnels. Les survivants de l'expédition commencent à se réveiller. Nous devons partir, décida Gabriel. Professeur, venez avec nous. La résistance aura besoin de votre expertise sur les dévoreurs et les temples. » Valen hésita, son regard parcourant une dernière fois la chambre millénaire. « Tout ce savoir, perdu à nouveau ?»« Pas perdu, » corrigea Serra avec douceur. « Mise en sécurité, jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'utiliser correctement. » Le scientifique acquiesça finalement. « Vous avez raison, allons-y. » Le groupe quitta rapidement la chambre du cœur, remontant par des passages secondaires que Valen connaissait. Leurs armures, bien qu'affaiblies, leur permettaient toujours de se déplacer plus rapidement qu'un humain ordinaire. Lorsqu'ils émergèrent, finalement à la surface, la tempête s'était calmée. Le ciel rougeâtre de Chronos 4 semblait moins menaçant, comme si la planète elle-même respirait plus librement maintenant que le sceau était restauré. Près du campement, des silhouettes titubantes erraient, désorientées, les membres de l'expédition impériale libérés de l'emprise des dévoreurs. « Ils ne se souviendront probablement pas de ce qui s'est passé », expliqua Valen, tandis qu'ils contournaient discrètement le périmètre. Leur esprit a créé des barrières pour se protéger du traumatisme. « Tant mieux pour eux », murmura Lyra. Ils atteignirent la navette sans encombre et décollèrent rapidement, laissant derrière eux le monde désolé des sentinelles. Depuis l'espace, Chronos 4 apparaissait différente. Les tempêtes de poussière s'étaient dissipées, révélant des traces de végétation qui commencèrent déjà à percer la surface stérile. « La planète se régénère » observa Elias avec émerveillement.
Le sceau ne se contentait pas d'emprisonner les dévoreurs, il drainait l'énergie vitale de tout un monde pour les contenir. Le Valkyria les attendait à la limite du système, ses moteurs prêts pour un saut en hyperespace immédiat. À peine la navette arrimée, Gabriel donna l'ordre du départ. « Cap sur la base Echo », ordonna-t-il, « vitesse maximale ». Alors que le vaisseau s'étirait avant de plonger dans l'hyperespace, Gabriel contempla une dernière fois Chronos 4 par la baie d'observation. Une bataille avait été gagnée, mais la vraie guerre ne faisait que commencer. Le Valkyria émergea de l'hyperespace aux coordonnées de la base Echo, dernier refuge de la résistance après la chute de Neoterra. Dissimulée dans la ceinture d'astéroïdes du système Taurus, la base consistait en une série de modules creusés à même les roches spatiales, reliés par des tunnels pressurisés. L'arrivée de Gabriel et son équipe, accompagné d'un scientifique impérial de haut rang, provoqua une onde de choc parmi les officiers de la résistance. L'amiral Kwan, commandant suprême des forces rebelles, convoqua immédiatement un conseil de guerre. La salle de commandement, taillée dans la roche astéroïdale, vibrait de tension. Autour de la table holographique centrale se tenaient les principaux leaders de la résistance. L'amiral Kwan, stratège imperturbable au visage marqué par des décennies de lutte. Le général Talos, ancien commandant impérial rallié à la cause. Arya Shen, directrice du renseignement dont les réseaux d'informateurs s'étendaient jusque dans l'entourage de l'empereur. Et Maya Riven, brillante scientifique spécialisée dans les technologies des anciens. « Laissez-moi résumer ce que vous venez de nous rapporter », commença l'amiral Kwan, après avoir écouté le récit de Gabriel. Une race de créatures interdimensionnelles appelées les Dévoreurs, autrefois membres d'une civilisation avancée, menace notre galaxie. L'Empire Silalier, sous l'influence de Morden, cherche à les libérer pour exploiter leur pouvoir. Et maintenant, ils ont localisé le point central de leur prison, ce Temple-Mère. C'est exact, confirma Gabriel. Et d'après les calculs du professeur Valen, nous avons très peu de temps avant que Morden ne parvienne à l'activer. Valen, qui semblait mal à l'aise parmi ces rebelles qu'il avait été conditionné à considérer comme des terroristes, s'avança vers la table holographique. « Si je puis me permettre », il manipula les commandes, projetant la carte stellaire qu'il avait récupérée dans le temple de Chronos. Le temple mère se trouve ici, au cœur de la nébuleuse d'Hécate. Mais ce n'est pas simplement un autre temple, c'est le nexus dimensionnel initial, le point où les anciens ont ouvert pour la première fois une brèche vers l'autre dimension. Et si Morden parvient à le réactiver complètement ? Demanda Arya. L'anéantissement total, répondit sobrement Valen. Les dévoreurs ne se contenteront pas de notre galaxie. Leur fin est cosmique. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Pourquoi l'Empire prendrait-il un tel risque ? S'interrogea le général Talos. Même Morden doit comprendre qu'il ne pourra pas contrôler de telles entités. Gabriel échangea un regard avec Sera avant de répondre. Je crois que Morden n'est plus totalement lui-même. Lors de notre affrontement sur Néo-Altaïr, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. La même lueur violette que dans ceux des possédés de Chronos. Je pense qu'il est déjà partiellement sous l'influence des dévoreurs. Ce qui expliquerait son comportement de plus en plus erratique ces derniers mois, compléta Arya. Nos informateurs rapportent qu'il agit parfois contre les ordres directs de l'empereur, préoccupé uniquement par la recherche des temples. Maya Riven, qui était restée silencieuse jusqu'alors, intervint. Vos armures, elles contiennent la même énergie que celles manipulées par les dévoreurs, n'est-ce pas ? Comment être sûr qu'elles ne vous corrompent pas également ? Cette question, que Gabriel se posait lui-même depuis les révélations de Chronos, jeta un froid dans la salle. Les armures ont été conçues comme des prisons purificatrices, expliqua Elias. Elles filtrent l'énergie dimensionnelle, la rendant utilisable sans les effets corrupteurs. Du moins, c'est ce que nous avons compris. Et nous avons déjà résisté à une tentative de possession directe, ajouta Sera. Sur Chronos, le dévoreur n'a pas pu nous contrôler malgré sa puissance. L'amiral Kwan observe longuement les 4 porteurs d'armure. Je veux croire que vous êtes nos alliés, dit-il finalement. Mais comprenez ma prudence. Ces armures représentent une technologie dont nous ignorons presque tout, liée à des entités dont le seul but semble être notre destruction. Gabriel s'avança, retirant son casque pour révéler son visage marqué par la fatigue mais déterminé. « Amiral, je comprends vos réserves. Mais ces armures représentent aussi notre meilleure chance face à l'Empire et aux dévoreurs. Nous avons prouvé sur Chronos qu'elles peuvent restaurer les sceaux. » « Et vous proposez quoi exactement ?» interrogea Talos. « Une frappe préventive », répondit Gabriel sans hésitation. « Nous devons atteindre le Temple-Mère avant Morden et renforcer ses défenses. Si nous parvenons à consolider le sceau principal, vous parlez d'engager la flotte de la résistance contre les forces impériales massées dans le secteur Hécate, l'interrompit Kwan. C'est un suicide tactique. Nos vaisseaux sont en infériorité numérique à 10 contre 1. Lyra, qui était restée en retrait jusqu'alors, s'avança à son tour.
Nous n'avons pas besoin de toute la flotte. Une petite force d'infiltration pourrait traverser les lignes impériales pendant qu'une diversion attire leur attention ailleurs. Quelle diversion pourrait être assez convaincante pour détourner l'attention d'une flotte entière ? Demanda sceptiquement Talos. Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Gabriel. Le Nexus de Vega. Ce nom provoqua un murmure d'étonnement parmi les officiers. Le centre de communication principal de l'Empire ? S'exclama Aria. C'est l'installation la mieux défendue en dehors de la capitale impériale. Exactement, confirma Gabriel, et c'est pourquoi l'Empire réagira immédiatement à une attaque, même au prix de réduire temporairement ses forces près d'Hécate. L'amiral Kwan considéra l'idée, ses doigts tapotant pensivement la table holographique. C'est risqué, admit-il finalement, mais pas dénué de logique. Cependant, même si nous parvenons à vous faire entrer dans le système Hécate, comment comptez-vous localiser précisément le temple mère ? La nébuleuse brouille tous nos senseurs. Ce fut Valen qui répondit. Les armures, elles sont liées au réseau des temples. Plus nous approcherons, plus cette connexion sera forte. Elles nous guideront comme des balises. Maya Riven, clairement sceptique, secoua la tête. C'est bien trop hasardeux. Nous parlons de risquer les dernières forces de la résistance sur la base d'une théorie non prouvée concernant des technologies extraterrestres que nous comprenons à peine. Un silence tendu s'installa, chacun pesant mentalement les risques et les bénéfices potentiels. Ce fut Serra qui le rompit. Avec tout le respect que je vous dois, Dr Riven, nous n'avons pas le luxe de la certitude. Si Morden active le temple mère, la question de nos chances de survie devient académique. L'amiral Kwan se redressa, sa décision manifestement prise. Général Talos, préparez une force d'attaque pour le Nexus de Vega. Aria, j'ai besoin que vos informateurs répandent des rumeurs sur nos intentions d'attaquer le Nexus. Rendons cette diversion aussi crédible que possible. Il se tourna vers Gabriel et son équipe. Quant à vous, vous aurez le Perseus, notre meilleur vaisseau furtif. Une équipe réduite, des ressources limitées, mais votre meilleure chance de traverser les lignes impériales sans être détecté. Merci, amiral, répondit sobrement Gabriel. Ne me remerciez pas encore, rétorqua Kwan. Je vous confie potentiellement le sort de la galaxie entière. Ne me faites même pas regretter cette décision. La réunion se termina sur ces paroles lourdes de sens. Alors que les officiers se dispersaient pour préparer l'opération, Gabriel resta seul avec son équipe et Valen. Vous réalisez ce que nous nous apprêtons à faire, dit doucement Serra. Infiltrer la zone la plus lourdement défendue de l'espace connu, affronter potentiellement Morden et ses exécuteurs et tenter de manipuler une technologie dont nous ignorons presque tout. Dit comme ça semble presque impossible, commenta Lyra avec un sourire tendu. Ce ne sera pas la première fois, répondit Gabriel, tentant d'insuffler une confiance qu'il ne ressentait qu'à moitié. Mais cette fois, l'enjeu est infiniment plus grand. Elias, qui consultait les données fournies par Maya Riven sur la nébuleuse d'Hécate, leva les yeux. Ces relevés sont fragmentaires mais inquiétants. La nébuleuse présente des anomalies gravitationnelles et temporelles significatives. Certaines sondes envoyées pour l'explorer ont renvoyé des données avant de disparaître. D'autres sont revenues vides, comme si leur mémoire avait été effacée. Les effets périphériques de la prison dimensionnelle expliqua Valen. La nébuleuse elle-même est une manifestation de la distorsion spatio-temporelle autour du temple mère. Gabriel contempla l'hologramme tournoyant de la nébuleuse, ses volutes pourpres rappelant étrangement la forme brumeuse du dévoreur qu'ils avaient affronté. « Combien de temps avant que le Perseus soit prêt ?» demanda-t-il. « 12 heures, répondit Serra après avoir consulté son communicateur. « Juste assez pour nous reposer et nous préparer. » Gabriel acquiesça, conscient que ces prochaines heures pourraient être les dernières de calme relatif qu'il connaîtrait avant longtemps. « Reposez-vous, ordonna-t-il à son équipe. « Nous partons dès que le vaisseau est opérationnel. » Alors qu'ils se séparaient, Valen retint Gabriel par le bras. « Commandant, il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose que je n'ai pas osé mentionner devant le Conseil. » Son expression était grave, presque craintive. « J'ai eu accès aux communications privées de Morden avant de comprendre ce qu'il préparait réellement. Il mentionnait un moyen d'amplifier son lien avec les dévoreurs, un artefact appelé la couronne d'éternité. » « De quoi s'agit-il » demanda Gabriel, soudain alerte. « Je l'ignore précisément, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un dispositif ancien capable de canaliser l'énergie dimensionnelle à une échelle inimaginable. Si Morden le possède et parvient à l'utiliser en conjonction avec le temple mère, » il laissa sa phrase en suspens, mais son implication était claire. « Merci pour cette information, dit sobrement Gabriel. Nous serons prêts à toute éventualité. » Mais alors qu'il regagnait ses quartiers temporaires, une inquiétude nouvelle pesait sur ses épaules. La couronne d'éternité. Encore un mystère des anciens dont dépendait peut-être leur survie à tous.
Dans l'intimité de sa cabine spartiate, Gabriel tenta de méditer pour calmer son esprit agité. Mais dès qu'il fermait les yeux, les visions revenaient plus vives, plus détaillées. Des mondes consumés par une brume violette, des civilisations entières réduites à néant en un instant. Et au centre de tout, une silhouette couronnée d'énergie ténébreuse, à la fois mordaine et quelque chose d'infiniment plus ancien et terrible. Son armure, posée dans un coin de la pièce, pulsait doucement comme en écho à ses pensées, sa lueur bleutée projetant des ombres dansantes sur les parois métalliques. « Que me montres-tu » murmura Gabriel. « Qu'essaies-tu de me dire ?» Comme en réponse, l'armure émit une pulsation plus intense, et une sensation étrange envahit l'esprit de Gabriel. Non pas une vision cette fois, mais une certitude, un savoir inné qu'il ne pouvait expliquer. Il comprit soudain que les armures n'étaient pas seulement des armes ou des prisons miniatures pour l'énergie des dévoreurs. Elles étaient des clés pour verrouiller ou déverrouiller le temple mère. Et Morden le savait. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour ? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.